Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'OPL sénatorial 2013, le décompte des votes est en cours. Depuis ce jour à Yaoundé, la commission générale examine les procès-verbaux. Et on note que cette opération se déroule sous fond de frustration. Eh bien, les représentants de l'UDC dénoncent le soutien du RDPC au Social Democratic Front dans la région de l'Ouest. On parle également de l'alliance RDPC et UNDP qui serait au bord de la rupture après notamment le soutien que le Parti des Flammes a apporté au SDF dans la Damawa. Quel aura été l'impact des consignes de vote lors du scrutin du 14 avril dernier? La question nous intéresse en deuxième partie de ce journal. Et au-delà de cette actualité consacrée au sénatorial, on note également que les élèves d'une école publique sont sous la menace de passer une année blanche à Bamenda et pour cause, leur établissement a été détruit par une tornade. Voilà pour les titres. Retrouvons-nous juste après pour le développement. Une fois de plus, bonsoir. On parle donc des sénatoriales en ouverture de cette édition du 20h pour signaler que le décompte de voix se passe sous fond de frustration à la Cour suprême de Yaoundé et pour cause, l'UDC dénonce l'alliance entre le RDPC et le SIF qui lui a coûté cher dans la région de l'Ouest. Et le SIF, de son côté, rejette cette supposée alliance, tandis que le secrétaire général de l'UNDP se refuse de tout commentaire par rapport au soutien du RDPC au Social Democratic Front dans la Damawa. Marcelin Ganson. Tous les membres de la commission ont répondu présent. Seul Pierre Flambon Gayab de l'UNDP est arrivé après la cérémonie d'ouverture. Le secrétaire général du parti de Belogouba n'a pas souhaité s'exprimer sur la sortie médiatique d'un de leurs conseillers au sujet de la trahison du RDPC dans la Damawa. Aucun commentaire à faire pour l'instant. L'Union démocratique du Cameroun participe à ces travaux, affaiblis par le jeu des intérêts qui a pris corps entre le RDPC et le SDF dans la région de la Damawa. Pincement au cœur, je dois dire que c'est un peu exagéré. De toute façon, nous avons pris acte, et le peuple camerounais avec nous, de ce qu'il y a une nouvelle alliance qui a vu le jour. Logiquement, l'Union démocratique du Cameroun était partie pour gagner à partir du moment où la liste du RDPC était rejetée par Elecam. Si normalement la démocratie avait fonctionné au sens premier du terme, il y a beaucoup de non-dits qui sont plus efficaces et plus déterminants que les accords officiels. Côté SDF, il n'est point question d'une quelconque alliance avec le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Alliance? On s'est allié en quoi? Vous ne savez pas que nous avons des problèmes dans la région du Nord-Ouest? Quelle alliance? Quel mot d'ordre? Qui a exigé ça? C'est à leur bon gré qu'ils ont décidé de faire ce que, en tout état de cause, nous avons réciprocité. C'est fini. La preuve, c'est que nous n'avons pas gagné dans le Nord-Ouest. C'est avec l'esprit serein que le Rassemblement démocratique du peuple camerounais participe à ces travaux. Nous allons essayer de suivre et défendre nos intérêts, surtout assurer le recensement global des votes, de manière à ce que nous avons obtenu sur le terrain puisse être validé au niveau national. La Commission nationale des recensements général des votes a 5 jours pour transmettre son procès verbal à la Cour suprême, siégeant comme conseil constitutionnel. Outre les membres de la commission, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Laurent Esso, et le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, René Emmanuel Sadi, ont assisté à l'ouverture des travaux. Une séance présidée par Alexis Dipanda Mouele, le premier président de la Cour suprême. Sur le déroulement de ces travaux à la Cour suprême, je vous propose de suivre la réaction du président de la commission de recensement général des votes, Clément Atangana, et au micro d'Equinox Télévision. Elle redresse les erreurs matérielles éventuelles de décompte des votes. Elle ne peut toutefois annuler les procès-verbaux correspondants. Le recensement général des votes est public et s'effectue au siège du Conseil constitutionnel. La Commission nationale de recensement général des votes dresse procès verbal de toutes ces opérations. Ce procès verbal établit en autant d'exemplaires que de membres est signé du président et des membres présents.
Un exemplaire est transmis dans un délai de 5 jours au Conseil constitutionnel, accompagné des pièces annexes. Le Conseil constitutionnel devant proclamer les résultats de l'élection dans un délai maximum de 15 jours, à compter de la date de clôture du scrutin, en vertu de l'article 240. La Commission doit se surpasser pour lui transmettre son procès verbal en deçà du délai de 5 jours fixé ci-dessus. Toujours dans le cadre de ces sénatoriales, l'alliance RDPC-UNDP serait-elle au bord de la rupture? La préoccupation au centre des débats après les consignes de vote du Parti des Flammes de ses conseillers municipaux à la Damawa en faveur du Social Democratic Front. Yannick Mbazoua. 1997-2013, 16 bonnes années entre le Rassemblement démocratique du peuple camerounais et l'Union des populations du Cameroun. Même si aujourd'hui, les termes de ce pacte n'ont jamais été dévoilés, il en ressort tout de même qu'ils étaient bâtis autour d'un certain nombre de thèmes communs aux deux formations, à savoir l'unité nationale, le souci de stabilité et de sécurité. Mais au vu des derniers événements survenus à la veille des élections sénatoriales du 14 avril dernier, avec l'appel du parti au pouvoir à voter pour les listes du Social Democratic Front dans la région de l'Ouest et non pour l'UNDP, on se poserait la question de savoir ce qui reste de la plateforme entre l'UNDP et le RDPC. S'il est vrai qu'à une certaine époque, cette alliance aurait permis à l'UNDP de disposer d'un certain nombre de positions au sein du gouvernement, il n'en demeure pas moins, selon une de nos sources, que le Septentrion en général et les membres du parti en particulier pensent que cette alliance aurait essentiellement profité à Bello Bouba Maïgari. Le voté en leur âme et conscience, lancé par le secrétaire à la communication du RDPC, Jacques Famdongo, à l'endroit des conseillers municipaux de la Damawa, en lieu et place du voté pour l'UNDP, comme ça a été le cas pour le SDF dans l'Ouest, laisserait-il apparaître la noyade du parti de Bello Bouba? La question reste posée. De même qu'on se poserait la question de savoir si cette alliance aurait fragilisé les consignes de vote, une innovation lors du scrutin du 14 avril dernier. Quel aura été l'impact de ces consignes à ce scrutin? Je vous donne rendez-vous en deuxième partie de ce journal avec notre invité. Rendons-nous à présent dans les tribunaux, plus précisément au tribunal criminel spécial de Yaoundé, où s'est présenté ce matin Jean-Marie Atanganamara, y compris FM Inoni. Pour ce qui est de l'ex-secrétaire général de la présidence de la République, il a nié l'accusation portant sur le détournement de plus de 1,4 milliard de francs CFA. L'audience de ce jour a été renvoyée au 8 mai 2013. Yannick Mazoua, une fois de plus. Plus de 3 heures d'interrogatoire pour Jean-Marie Atangana Mebara dans l'audience de ce mercredi 17 avril. L'examination initiative portait sur l'affaire de détournement de la somme de 1,425 milliard de francs CFA, représentant le surplus des 2 virements effectués par l'État du Cameroun. D'un montant de 3,342 milliards de francs CFA, cet argent était destiné à payer les dettes de location des avions de la Camer à la société ANSET. Argent qui avait été débloqué, selon l'ex-secrétaire général à la présidence de la République, sous haute instruction du chef de l'État Paul Biya. Dans sa défense, Jean-Marie Atangana Mebara a déclaré n'avoir jamais agi volontairement dans cette transaction. Jamais je n'ai intimidé de quelle manière que ce soit l'ex-ministre des Finances, Meva Mobutu, a débloqué cet argent, a-t-il déclaré. L'ex-secrétaire général à la présidence de la République a aussi blanchi l'ex-premier ministre Inoni Ephraim dans cette affaire. Jamais en aucun jour j'ai rencontré M. Inoni Ephraim. Il n'a pratiquement rien à voir dans cette histoire, a-t-il rajouté. Était aussi prévu dans cette audience l'audition du directeur général de l'Agence de régulation des marchés publics comme témoin de l'accusé. Le dit témoin malheureusement absent devait intervenir dans l'affaire des détournements de la somme de 287 millions de francs CFA dû au non-respect de la législation sur la passation des marchés publics. Argent qu'aurait détourné Jean-Marie
à Tangana Mbara. Inoni FM, quant à lui, se pointera à la barre dans l'audience du 8 mai 2013. Comme l'annonçait en titre, les élèves d'une école publique de Bamenda, c'est le chef-lieu de la région du Nord-Ouest, risquent de passer une année scolaire blanche et pour cause, leur établissement a été détruit par une tornade. Le récit des faits avec Ginny Edmond et Julien Gué. École située en plein cœur de Bamenda après le passage d'une violente tornade. La pluie a commencé pendant que nous étions en plein cours. Je suis sorti me mettre à l'aise et à mon retour, j'ai constaté que les murs de la salle d'à côté s'effondraient. Nous nous sommes ensuite enfuis et avons trouvé refuge dans le bas-côté. Après la pluie, on a trouvé que tout était détruit. Livres, ardoises et autres. Tout était mouillé. Ce n'est pas la première fois que l'école primaire Matrophone est victime d'un tel incident. En 2005, ce même bâtiment avait cédé à la suite d'une pluie diluvienne. L'association des parents d'élèves s'est proposée de reconstruire un autre. C'est ainsi qu'avec les moyens mis à notre disposition, on a pu refaire un bâtiment en matériaux provisoires. Ce dernier est une fois de plus détruit. Les élèves n'ont plus où aller. Ils sont sans abri et attendent une réaction du gouvernement. Plus d'une centaine d'élèves sont donc privés d'enseignement. Les regards sont désormais tournés vers les pouvoirs publics pour une réaction prompte. La fin de la grève au centre hospitalier universitaire de Yaoundé n'est pas pour demain. Les employés de ce centre ont poursuivi leur mot d'ordre de grève malgré le début de paiement des salaires à quelques-uns d'entre eux. Yannick Mazoua nous en dit plus dans ce reportage. La grève qui vit ce moment de gloire au centre hospitalier universitaire est bien loin d'être levée. Et pourtant, cette note d'information à l'attention du personnel, publiée dans l'édition du quotidien national Cameroun Tribune du lundi 15 avril, à la suite d'une réunion tripartite entre le directeur général du centre hospitalier universitaire et les représentants du personnel, annonçait que les revendications liées au paiement des salaires du mois de mars et des quotes-parts de février et mars 2013 connaîtront un heureux aboutissement au plus tard le mercredi 17 avril. Mais à ce jour, certains brandissent encore les mêmes revendications. Les salaires ne sont pas payés jusqu'ici. Tout à l'heure, je viens d'avoir quelqu'un venu de la banque où il n'y a rien. Il n'y a pas de salaire de base. Or, une source du centre hospitalier universitaire nous a fait comprendre que le personnel touchant par billetteur est déjà entré en possession de leur salaire. La même source nous a fait comprendre que concernant le personnel qui touche par virement, le dossier a été coté au comptable matière. À la délégation régionale du travail et de la sécurité sociale du centre, c'est la surprise générale. Le délégué régional marque par ailleurs tout son étonnement face à la situation actuelle. Pendant ce temps, la grève continue sa course au centre hospitalier universitaire. En agriculture, des variétés améliorées de semences de maïs, de vitroplantes et de bananes plantains bientôt disponibles et en grande quantité. C'est le fruit d'un accord passé ce jour entre le ministère de l'Agriculture et du Développement rural et l'IRAD. Marcelin Ganson. C'est une somme de plus de 1,233 milliard de francs CFA qui va être débloquée par le Minader au profit de l'IRAD. Cet argent, dont plus de 500 millions devait être débloqué après la signature de cette convention, va servir à la production de plus de 5 millions de vitroplants de bananes plantains et 15 tonnes de semences hybrides de maïs. Dans un premier temps, il s'agit de produire des semences de plantains. Nous allons créer des jeunes plantains en laboratoire. Mais c'est des plantains qui existent au Cameroun. Nous allons retenir les variétés que les Camerounais aiment manger le plus. Et ce canal nous permet de multiplier rapidement des plants de plantains sains, sans maladie, et qui peuvent produire sur des délais pas très longs. Nous allons aussi développer, avec l'aide de l'IRAD, des semences de maïs hybrides. Il est question de rendre notre secteur sémencier plus performant et ainsi
de booster la production agricole par une amélioration des rendements. En signant avec le Minader le cahier de charges, la direction générale de l'IRAD a pris l'engagement de se mettre au travail afin de donner dans un bref délai ce coup de fouet nécessaire à la production sémencière nationale. L'IRAD est fin prêt pour lancer l'opération de production des semences améliorées, à savoir les vitroplants de bananiers plantains et les semences de maïs hybride. Nos laboratoires, nos parcelles expérimentales sont fin prêts. Les travaux de mise en place ont même déjà été anticipés. Avec la production de semences hybrides de maïs, certains tracteurs actuellement stockés à Ebolova vont tout à servir à quelque chose. Notons à la suite de ce reportage de Marcelin Gansop que la production des semences hybrides de maïs mettra un terme au chômage des moissonneuses et batteuses actuellement stockées à Ebolova. Et à ce sujet, je vous propose les explications du ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Il est au micro d'Equinox Télévision. Les semences hybrides sont différentes de toutes les autres semences que vous utilisez au quartier, comme on dit. Elles ont des comportements stables. Vous allez voir que les pieds de maïs n'ont pas la même taille. Il y a des maïs très grands, d'autres très petits, d'autres moyens. Et les épis ont aussi des positionnements différents. Vous savez tous que nous avons déjà beaucoup de tracteurs à Ebolova. Beaucoup parmi vous se sont posé la question, pourquoi on ne distribue pas les tracteurs? Il n'y a pas de semence. Donc la semence ici doit être une semence de qualité et une semence maîtrisée. Donc les hybrides, quand vous les utilisez, vous aurez les pieds de maïs presque toujours à la même taille. Quand vous faites 20, 30, 50 hectares, vous ne pouvez pas récolter à la main. Vous allez récolter avec ce que les gens appellent les moissonneuses, batteuses. Et la moissonneuse a une lame. Vous ne pouvez pas changer la hauteur de la lame en fonction des pieds de maïs. Alors quand vous calez la hauteur de la lame, vous devez faire tout le champ, sachant que tous les épis vont entrer et être traités. Les syndicats des mototaxis du littoral exhortent le gouvernement à revoir à la baisse les coûts des pièces à fournir pour exercer dans leurs activités. Ils ont fait cette doléance lors d'une concertation. C'était ce jour à Douala. Eukwa Claude et Flavien Valondongo. Le secteur des mototaxis est malade à Douala. Le coût élevé des pièces à fournir pour exercer l'activité en toute quiétude constitue un véritable handicap. Par rapport aux documents obligatoires, nous voulons que le gouvernement essaye de revoir certains papiers à la baisse. Parce que par exemple, l'impôt libératoire est passé à 40 000 francs. Nous estimons que c'est très fort. Réunis dans la capitale économique, les présidents des syndicats et associations des mototaxis entendent assainir le secteur. Un secteur caractérisé par l'indiscipline. Il y a l'incivisme fiscal et puis il y a les comportements déviants sur le terrain. Ils ne respectent aucun feu, ils roulent en sens inverse. Les gens meurent tous les jours à cause du manque de sécurité. Au cours des travaux de réflexion dont le but principal est de sortir les conducteurs de mototaxis du désordre actuel, les responsables des syndicats sont constitués en coordination dans le département du Vouri sous la houlette des présidents nationaux des différents regroupements. Ces derniers sont chargés de faire des propositions au ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, de l'Emploi et de la formation professionnelle lors du forum des conducteurs de mototaxis prévu en juillet prochain. Ces gens doivent passer par des séminaires que nous avons appelés des séminaires à la citoyenneté responsable dans le secteur de mototaxi. C'est pour ça que nous sommes en train de préparer ce forum, n'est-ce pas, avec l'appui du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Au sorti du forum, les conducteurs de Bentikine devront fonctionner en toute légalité, tel que proposé par le chef de l'État au soir du 10 février 2013. En culture, 3 jours pour susciter plus d'inspiration aux artistes dans le domaine de la santé de reproduction. C'est le but visé par une formation qui vient d'être donnée à ces créateurs des œuvres de l'esprit à Yaoundé. Reportage. Les artistes, toutes catégories confondues, invités à s'inspirer à la source de la santé de la reproduction. Le jeu vaut la chandelle dans un contexte marqué par la montée en puissance des MST,
du VIH-Sida et des cancers. La première est que l'artiste est appelé tout le temps à voyager à travers le monde et de ce fait, il est très exposé. Et de deux, je pense que ça va nous enrichir dans nos œuvres artistiques. En attrapant massivement la perche qui leur a été tendue, ces artistes ont pris l'engagement de jouer toute leur partition dans le cadre de la lutte contre la mortalité maternelle et infantile. Avec une maman qui n'est jamais là, parce que tous les soirs, elle me cherche un nouveau papa. Allah, quel combat! Par sa simple présence, il diffuse. Par ses œuvres, il diffuse. Lui coller, n'est-ce pas, un élément important sur la santé à travers ces spectacles est également un aspect très important. Ça fait que les deux mises ensemble, on est sûr atteindre tout ce qu'on veut atteindre en tout cas. Désormais mieux outillé, il est attendu de ces créateurs des œuvres de l'esprit qu'ils soient de plus en plus inspirés afin d'inspirer à leur tour un changement de comportement au sein de la société. Pendant 3 jours, on va faire l'exercice sur le port du préservatif. Il y aura aussi des conseils par rapport aux IST, comment on fait pour l'attraper. On va nous parler du cancer du col de l'utérus, le cancer du sein. À travers des sketchs, contes, chansons et autres représentations théâtrales, les artistes ne doivent plus faire l'économie de leur inspiration lorsqu'il s'agit de sensibiliser les populations sur la santé de la reproduction. Pendant que ma mère cherchait les multiples pères là pour moi. Cette note en sport, avant l'information à caractère publicitaire, les 16e Jeux universitaires du Cameroun démarrent du 20 au 28 avril à Ngaoundéré, c'est le chef-lieu de la région de la Damawa. Les athlètes de l'université de Douala sont en route pour rallier à Damawa. Les athlètes de l'université auront donc à cœur de préserver leur 4e place acquise lors des derniers Jeux, c'était en 2012. Encore un peu plus de patience pour les populations de Bonabéry. Nous sommes là dans l'arrondissement de Douala 3e, Douala 4e. Ces populations sont toujours plongées dans le noir et elles vont bientôt bénéficier du retour de l'énergie électrique. C'est demain. Cette assurance est des techniciens de AESonel qui sont à pied d'œuvre à Bonassama après l'incident ayant sectionné 2 câbles électriques souterraines qui alimentent donc cette zone. Reportage. En provenance de Dedo, tout juste à l'entrée de l'ancienne route Bonabéry à Douala, ce dispositif sonne l'alerte. Dans ce chantier, ce tangent d'une société sous-traitante de la CDE. Une manœuvre en vue de la pose des tuyaux de canalisation qui a été fatale pour des câbles électriques souterrains. 2 ont été mis hors circuit par inadvertance le 16 avril aux environs de 18 h. Cela a affecté deux départs chez nous. Donc le D18 qui alimente de Bonassama jusqu'à Bonandale, Carrefour Music. Et le D11 qui alimente de Bonassama jusqu'à Hôtel Royal et une petite partie de Mabanda. Tous ces gens-là ont été mis dans le noir. Nous, on a déployé les équipes sur le terrain pour essayer de découper un peu le réseau et reprendre une partie des gens par rapport à d'autres départs. Et actuellement, là, il y a cette partie de clients qui sont repris. Les gens de Bonandale jusqu'à 4 étages ont été repris, même jusqu'à une petite partie de Bonambapé ont été repris hier soir. Et le reste qu'il y a, c'est les gens qui sont entre Bonambapé 5 et Bonassama. Dans la suite de sa réaction, à travers un autre de ses partenaires, AESonel a renforcé la première équipe mobilisée depuis la survenue de l'incident. Les bus qui traversent la route ont été détruits. Actuellement, là, nous allons remplacer ces bus. Et avant de passer encore des câbles à l'intérieur pour faire les boîtes de part et d'autre de la route. Parce que si nous effectuons les boîtes en bas de la route avec les secousses de véhicules, il y aura toujours les pannes là-dessus. Tous ces éléments à pied d'œuvre ont un seul objectif, connecter le reste des quartiers de Douala 4e, encore dans le noir. Grâce aux différentes équipes qu'on a mises sur place, nous espérons qu'au plus tard, demain matin, on pourra le prendre. Disons qu'on va le prendre progressivement, parce que cette secours
de câbles a fait couper aussi d'autres câbles. Il y a nos équipes même qui sont en train de travailler au niveau de Tanko. Si nous parvenons à finir de l'autre côté, une petite partie des gens du Bonasama auront le courant ce soir. Et puis le reste, c'est quand on va finir avec les boîtes. Disons que demain je pense. Hein. Avec la disponibilité de tous les matériels, nos équipes, nos patrons sont mobilisés. Puis ça va aller. ASONEL, dans un communiqué, présente ses sincères regrets aux populations pour cette situation indépendante de sa volonté. Et comme on peut le voir, elle est en train de tout faire pour que les quelques zones de Bonabéry encore affectées soient toutes rétablies. C'est la fin de la première partie de ce journal. Nous allons nous retrouver juste après l'indicatif. C'est pour revenir sur les consignes de vote qui sont actuellement au centre de tous les débats et même de l'opération de décompte des votes qui se déroule en ce moment à la Cour suprême. Quel aura été l'impact de cette innovation lors du scrutin du 14 avril dernier? On en parle juste après. Avec moi sur ce plateau du 20h pour aborder cet aspect du scrutin du 14 avril dernier, Abouya Manassé, bonsoir. Bonsoir. Il faut signaler que vous êtes professeur d'université et politologue en même temps. Tout à fait. Alors, comment est-ce que vous avez apprécié cette, on peut dire, c'est une innovation du scrutin du 14 avril dernier, les toutes premières élections sénatoriales? On a parlé des consignes de vote. Comment est-ce que vous avez apprécié cette innovation, entre guillemets? Ce n'est pas une innovation. Les consignes de vote sont une expression conjoncturelle des situations qui peuvent se présenter à un parti politique pour se déterminer par rapport aux solutions à envisager. Donc, ce n'est pas une innovation. Les consignes de vote existent toujours, mais de manière conjoncturelle, parce qu'a priori, on ne sait pas qu'on va être confronté à une situation pour laquelle il faut des voies de contournement. Et c'est pour cela qu'il y a des consignes de vote pour que le vote envisagé ne soit pas envisagé comme naturellement en faveur du parti concerné, mais en faveur d'autres acteurs que le parti concerné peut justement déterminer. Voilà, ce n'est pas une innovation, mais il y a quand même une chose qui est certaine, c'est que c'est au centre, ces consignes de vote sont au centre de plusieurs contestations de la part de certains partis politiques qui étaient donc en lice au cours du scrutin du 14 avril dernier. Alors, à votre niveau, quel aura été l'impact de ces consignes dans le déroulement du scrutin? Et peut-être, en attendant bien évidemment les résultats officiels de ce scrutin. L'impact a été simple. On est parti d'une situation de favori crédité à certains partis à une situation maintenant de report de voix vers d'autres partis parce que les partis concernés n'étaient plus en compétition, notamment suite à l'invalidation d'abord par Elecam et ensuite confirmée par le Conseil constitutionnel. Donc ces partis n'étaient plus en lice et ne voulaient pas vivre une déperdition de leurs voix, ont envisagé de voies de contournement puisque ces voix devaient servir à quelque chose. Voilà pourquoi il y a eu ces consignes de vote qui devront, parce qu'on n'est pas autorisé à parler de tendance, qui devront réorienter justement le sens du vote final par rapport aux présomptions, par rapport aux articulations de départ. Donc, fondamentalement, les consignes de vote vont changer la configuration du vote final. Alors, vous avez suivi le reportage de tout à l'heure de Yaoundé, de Marcelin Gansop, qui revenait donc sur cette opération de décompte des votes qui se déroule en ce moment à Yaoundé, où un membre de l'un des partis, qui était donc en lice dans la partie de septentrionale, notamment dans la Damawa, qui se plaint de ces consignes de vote qui, notamment, aurait milité en sa faveur, alors en sa défaveur. Est-ce que cela n'a pas dépouillé le caractère secret et même de vote en âme et conscience des grands électeurs dans cette partie du Cameroun? Oui, le problème qui se pose, c'est que le vote pour les sénatoriales est un vote particulier. On connaît pratiquement qui va voter. On connaît qu'il y a environ 11 000 grands électeurs qui vont exprimer leur choix. C'est différent des élections au suffrage universel direct où on ne peut pas savoir
a priori le nombre exact des électeurs dans une circonscription compte tenu de la diversité, la multitude de bureaux de vote. Là, c'est un vote de type particulier, justement, où la moindre sensibilité est encadrée. La moindre sensibilité a des répercussions sur la lisibilité globale. Voilà pourquoi ce responsable peut s'exprimer de cette manière, parce qu'il sait déjà l'incidence de la consigne de vote sur la perspective finale de ce scrutin dans cette circonscription. Ma foi, c'est normal, parce que on fait un vote pour un décompte, on fait un décompte pour évaluer la victoire finale, qui pourra gagner, qui pourra perdre et par quelle proportion. Alors, quelle aura vraiment été l'importance de ces consignes de vote? Parce que je vais vous prendre le cas dans la Sanaga maritime, nous sommes dans la région du littoral, où l'UNDP n'a aucun conseiller municipal, mais il a quand même réussi à engranger une trentaine de voix. Pourtant, il y a eu des consignes de vote venant du RDPC. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela? L'indiscipline ou alors... Les consignes de vote ont pour vocation de discipliner les membres d'un parti concerné. Parce que généralement, derrière un candidat, il y a un parti politique, et derrière un parti politique, il y a un programme. Donc, maintenant, c'est difficile de discipliner quelqu'un qui n'est pas convaincu de l'orientation que vous donnez. Parce que nous sommes dans le cadre d'une élection locale où chacun a sa sensibilité. Le parti n'est pas toujours mis en exergue dans cette situation de débandade, parce que le parti, susceptible d'être bénéficiaire des votes, n'est plus en compétition. Comme c'est une élection locale, il y a des affinités qui peuvent justement prendre place par rapport au sentiment politique global. Je veux dire quoi? Je veux dire que vous ne pouvez pas empêcher à un originaire de Mouanko de voter pour un ressortissant de Mouanko parce qu'il est de notre parti. Mais les affinités naturelles, les affinités fraternelles, ethniques, sociologiques, peuvent faire transcender les intérêts de proximité par rapport aux intérêts de parti. Voilà pourquoi ces consignes de vote ne s'articulent pas toujours de manière automatique, parce que c'est une élection locale où il faut faire prévaloir d'autres affinités, notamment ces affinités ethnico-sociologiques, mais davantage des affinités qui s'expriment par le simple sentiment de la constitution d'une liste électorale qui ne fait pas prévaloir les ressortissants de sa communauté par rapport aux autres. Donc, si vous avez constitué une liste où vous n'avez pas mis assez de Bakoko, un Bakoko conseiller municipal peut voter pour un parti qui aura pris en compte cette configuration sociologique dans la région. Je prends un exemple. Le député Bicheki chez nous, dans le MAM, est souvent passé facilement, ou alors est passé facilement député de l'UPC à l'époque en 92, simplement parce que dans la configuration sociologique du MAM, on n'a pas trouvé intelligent de mettre une tête de liste dans le RDPC, un ressortissant de Bokito, qui constitue une majorité sociologique importante. Or, rien que les voix de Bokito, parce que Bicheki était ressortissant de Bokito et était tête de liste de l'UPC, il est passé député. Rien qu'avec les voix de Bokito. Voilà. Parce que les gens estiment qu'ils sont plus proches, ils veulent un député de Bokito, ils préfèrent opter pour un ressortissant de Bokito, quelle que soit la couleur politique du concerné. Bon, au vu donc de tout ce qu'on a donc constaté, en attendant bien évidemment la proclamation des résultats officiels de ces sénatoriales, est-ce qu'il y aurait est-ce qu'on pourrait assister à une nouvelle configuration de peut-être la carte politique au Cameroun? Parce qu'on a notamment, comment comprendre que l'alliance qui a toujours existé entre le RDPC et l'UNDP, qu'on n'ait pas ressenti cela, notamment le RDPC qui n'a pas donné les consignes de vote en faveur de l'UNDP, qui fait quand même partie de la majorité politique au Cameroun. Deux aspects doivent être mis en exergue. D'abord, le RDPC voulait rester cohérent avec lui-même. Il ne peut pas donner les consignes de vote en faveur du SDF à l'ouest et se permettre de donner les consignes de vote contre le SDF dans Damaoua. Il serait illogique dans
l'évaluation de son mot d'ordre. Ça signifie que c'est une nouvelle alliance, peut-être, qui est en train de naître entre le RDPC et le SDF. Est-ce qu'on peut... Au RDPC, la configuration de la on affirme mordicus qu'il n'y a pas alliance. Au SDF, on affirme mordicus qu'il n'y a pas alliance. Mais c'est tout simplement une convergence. Il ne me semble pas qu'il existe une alliance entre le SDF et le RDPC. Il y a une concertation qui existe depuis 1997, la concertation du Mont Bankolo, comme on l'appelle. Il n'y a jamais eu une alliance, mais une concertation pour des convergences sur les problèmes de stabilité de l'État, de préservation de la paix, des convergences sur des stratégies à mettre en place pour sauver le Cameroun d'un éventuel chaos. Donc, à mon sens, j'ai suivi cette question-là. Il n'y a jamais d'alliance, mais il y a une convergence que les uns et les autres n'ont même jamais voulu médiatiser, voire relayer dans les médias. Mais cette convergence existe. Mais puisqu'en politique, il n'y a pas d'amitié, on parle beaucoup plus d'intérêt. Alors, quel est l'intérêt que le RDPC avait à ce que le SDF gagne plutôt les élections dans la Damawa et non l'UNDP? Là, ce sont des supputations. On ne peut pas déterminer avec précision que des consignes de vote auraient été manifestement formulées en faveur du SDF. Tout au plus, les conseillers municipaux du RDPC sont majoritaires dans la Damawa. Mais tout à fait. Le SDF n'avait aucun conseiller municipal de ce côté. Pour cette élection, le RDPC avait tous les leviers de victoire sur toute l'étendue du territoire national. Donc, la majorité du RDPC était une majorité qu'il fallait ou qu'on devait discipliner. Mais la discipline voudrait qu'on dise aux gens, nous ne donnons pas des consignes de vote blanc. Quitte à ce que chacun, en son âme et conscience, puisse articuler son vote en faveur du parti qui lui semble conforme à ses aspirations locales. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, il s'agit d'une élection locale. On ne peut pas discipliner fondamentalement à 100% des électeurs dans le cadre d'une élection locale. Parce que c'est une élection où il faut connaître suffisamment et dans les moindres détails les candidats en compétition. Et puis n'oubliez pas qu'il y a un autre facteur économique qui fragilise les députés de ces régions rurales qui peuvent être exposés à la corruption. C'est un aspect qui peut modifier le comportement électoral dans certaines circonscriptions. Ne l'oubliez pas, il y a des conseillers municipaux qui n'ont pas 10 000 francs de revenus par mois. Or, cette période électorale a été une période de surenchère, où ils mangeaient à satiété, où ils vivaient comme ils voulaient, et où ils étaient capables justement d'espérer des articulations financières leur permettant d'influencer le sens de leur vote. Voilà. Donc on ne doit pas toujours croire que c'est la consigne qui a fait basculer le sens du vote. Voilà, nous allons sortir par cette préoccupation en quelques mots, parce que nous sommes pratiquement arrivés au terme de cette édition d'information. Est-ce qu'il y a le risque de craindre sur l'avenir de l'alliance RDPC-UNDP? Il me semble que non. Il me semble que l'UNDP est l'un des rares partis qui a largement profité de cette alliance, qui est une alliance de majorité présidentielle et non une alliance articulée autour des élections régionales. Donc je ne pense pas. Il n'y a jamais eu un pacte de non-agression en dehors des perspectives présidentielles. Voilà. Et la preuve, dans le cadre de l'élection présidentielle, Bello Bouba Margari, en tant que président de l'UNDP, ne s'est pas porté candidat à la dernière élection pour respecter justement cette alliance qui est une alliance de majorité présidentielle. Merci Aboya Manassé, vous êtes professeur d'université et politologue en même temps. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Bonsoir. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à cette édition d'information. Donnons-nous rendez-vous demain à la même heure. Bonne soirée à toutes et à tous.